Midi. Jean-François Delfrécy. Bonjour à tous, Jean-François Delfrécy, je suis donc président du Comité national d'éthique depuis un peu plus d'1 an. Sinon, je suis un spécialiste des maladies infectieuses issues du milieu du sida et des maladies émergentes. Merci beaucoup à Monsieur Naon et au Conseil scientifique de m'avoir invité pour vous parler d'un sujet d'actualité qui sont les états généraux de la bioéthique. Alors, le sujet de la bioéthique a été introduit par Jean Gabriel et c'est finalement poser la question autour de la bioéthique, c'est oser réfléchir finalement sur la nature de l'homme pour essayer de créer quand même fondamentalement un monde plus humain. Et comment la science qui avance très vite, peut-elle être à la fois prise en compte, mais pas forcément dans sa totalité à un instant T, et comment, de l'autre côté, une société civile qui sait modifier, et on le voit bien autour de nous, on le voit bien dans notre vie de tous les jours, mais qui a une cinétique différente, et comment cet équilibre délicat entre cette science qui ne fait qu'avancer et qui ne fera qu'avancer, et une société civile qui va avancer, mais peut-être de façon plus lente ou au contraire plus rapide à d'autres moments, comment essaie-t-on de construire un homme meilleur? Donc c'est une ambition fantastique et qui, Jean-Gabriel le rappelait en disant que ça ne devait pas être sur les épaules d'un seul scientifique, j'irais beaucoup plus loin que lui. Ça ne relève pas uniquement des scientifiques. Le monde de demain que nous voulons construire pour demain, c'est-à-dire c'est pas pour nous dans cette salle, c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants. C'est ça les enjeux que je vais vous raconter là dans les minutes qui viennent. Il doit être construit dans un climat de démocratie sanitaire entre les experts, bien sûr, les médecins, les scientifiques, le politique qui finit par décider, mais aussi vous tous dans cette salle. Vous êtes citoyens, vous avez votre mot à dire sur la construction de ce que vous souhaitez demain. Et c'est donc tous les enjeux des états généraux de la bioéthique qui en restent pas moins compliqués. Vous voyez cette slide qui l'illustre bien. Alors, on est dans un modèle français très particulier où tous les 7 à 8 ans, il y a une révision de la loi bioéthique. C'est inscrit dans la Constitution. La première loi de bioéthique a maintenant plus de pratiquement 25 ans. Et cette réflexion qui se fait au cours de tous les 7 à 8 ans réunit donc, entre guillemets, pour un temps de quelques mois, le citoyen, le scientifique et le politique, où vous reconnaîtrez que ce n'est pas la tasse de thé des politiques de s'occuper de bioéthique. Mais là, ils sont coincés. Ils sont coincés parce que c'est un événement politique qui était important, parce qu'il touche à des sujets sociétaux. Et donc, moi, quand j'ai pris la présidence du Comité national, assez en retrait sur cette idée de révision de la loi de tous les 7 à 8 ans, mais d'abord, je n'avais pas mon mot à dire, et puis sur le fait que c'était dans la loi. Et ensuite, finalement, je m'aperçois aussi de l'opportunité qu'il y a de créer un événement avec les 3 acteurs. Alors, la dernière loi a confié au Comité national d'éthique, au CCNE, le soin d'animer les états généraux de la bioéthique qui précèdent la construction de la loi. Et les états généraux de la bioéthique sont donc un premier temps, et nous sommes dans ces états généraux, par rapport à la construction de la loi. Alors, ces états généraux doivent se faire dans la plus grande neutralité. Donc, le Comité national d'éthique s'efface un peu, et je vous dirai tout à l'heure ce qu'on fait normalement, mais là, on est dans une phase d'organisation et de recueil, finalement, de ce que pensent les citoyens sur des sujets aussi difficiles. Et l'idée est en effet d'aboutir à essayer d'éclairer les décideurs politiques à la fin de tout cela pour constituer la nouvelle loi. Donc le thème de ces états généraux, je vous l'ai déjà indiqué, c'est quel monde voulons-nous pour demain? Et donc ça pose finalement la question de les états généraux eux-mêmes qui doivent faire appel à l'ensemble, si possible, des citoyens et pas seulement aux experts et aux scientifiques, mais où on doit sur des sujets complexes parce qu'il
Ils sont difficiles au plan scientifique à expliquer, comme la génomique, comme l'intelligence artificielle, comme certains aspects de neurosciences, ou complexes parce qu'ils sont clivants, comme les avis sur procréation assistée ou sur la fin de vie. Donc c'est des sujets qui sont difficiles, et comment entame-t-on un dialogue, et un dialogue qui n'est pas seulement fait pour dire ce qu'on pense, mais pour expliquer, comme l'a très bien dit Jean-Gabriel tout à l'heure, pour donner aussi une série d'arguments pour construire sa pensée et ses idées. Donc c'est là tout l'enjeu finalement de ces états généraux. Alors, tout ça a été confié donc au Comité national d'éthique, qui était une instance particulière qui a été créée par François Mitterrand à l'occasion du premier bébé éprouvette à la suite de la naissance d'Amandine à Antoine Béclair à Clamart, et qui posait la première question finalement autour de la reproduction et d'une série de questions éthiques qui pouvaient se poser à partir de là. Donc nous sommes 40 membres, c'est une instance indépendante, c'est une autorité administrative indépendante. Elle est indépendante parce qu'elle peut s'autosaisir de ces sujets, d'une part, et parce qu'elle est strictement consultative. C'est-à-dire que nos avis sont consultatifs. Donc ça nous laisse finalement une très grande liberté. Les 40 membres sont constitués à la fois de scientifiques, de médecins, de philosophes, de juristes, et très peu de place pour la société civile. Et c'est un de mes enjeux d'ailleurs, à partir des États généraux, d'avoir quelque chose qui s'associe au CCNE et qui arrive de la société civile. Parce que je pense que la construction pour les années qui viennent, on doit la faire avec la société civile, même si bien sûr on a besoin d'experts. Alors le CCNE émet une série d'avis, et ensuite qui sont repris ou non repris, d'ailleurs c'est autre chose, sur différents thèmes. Par exemple, nous avons sorti un avis en juin 2017 sur la procréation assistée. On a sorti aussi, durant l'année 2017, un avis sur santé des migrants, et aussi sur le sujet qui nous a animés ce matin ou tout à l'heure, autour de santé et environnement. Donc vous voyez qu'on est à la fois sur des sujets qui sont issus de l'innovation technologique et de la science, mais aussi sur des sujets santé et société, et c'est ce qui fait probablement l'intérêt, je dirais, de la structure. Alors, on s'est posé la question, moi quand je suis arrivé finalement à partir de juin 2017 avec ce nouveau gouvernement où il était acquis qu'il y avait maintenant une ouverture avec une révision de la loi, sur comment finalement, sur des sujets aussi difficiles, essayer avec humilité et finalement de toucher les citoyens. Alors vous n'êtes sûrement pas représentatif des citoyens dans cette salle, parce que vous êtes probablement avec un niveau plus éclairé peut-être que d'autres, mais j'aurais envie de vous dire, voilà, c'est ce qu'on souhaite, c'est finalement ce type de débat citoyen qu'on a un peu rêvé, entre guillemets, au cours de ces états généraux. Et c'est ce qu'on a essayé de monter. Donc 4 outils, un premier qui est un site web, parce qu'en 2018, ne pas avoir un site web, ça serait ridicule. Inversement, je ne suis pas sûr que ça soit le meilleur outil pour discuter de bioéthique. Le deuxième point, c'est les événements en région qui sont montés par les espaces éthiques régionaux. Je vais revenir sur tout ça. Un troisième point, c'est les auditions que nous faisons au niveau du CCNE autour des associations de patients ou d'usagers de la santé, ou au contraire des grandes instances scientifiques ou des scientifiques eux-mêmes. Et puis enfin, on a un comité citoyen qui nous accompagne. Donc tout ceci, finalement, essaie de toucher à la fois le citoyen lambda, avec difficulté, le milieu associatif, les scientifiques, qui sont aussi des citoyens, et on essaie d'avoir un éclairage sur un certain nombre de questions. Alors les acteurs, donc le CCNE lui-même, le comité citoyen, c'est un comité qui nous accompagne, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est un comité qui est sélectionné par une boîte de sondage, qui, avec 22 personnes, 11 hommes, 11 femmes, Paris, province, jeunes, plus âgés, un télo, manœuvre, représentant aussi de l'outre-mer, fait que 22 personnes, et c'est un groupe qui fonctionne extrêmement bien, ne représentent pas la population française, mais sont une sorte d'échantillon, d'éclairage qui nous permet d'avoir ce regard citoyen permanent. Et l'objectif avec ce comité citoyen est d'une part d'avoir un regard critique sur l'ensemble de ce qu'on fait, et ils ont un regard critique, et ils auront un rapport à faire avec un rapport critique, ou au contraire positif, sur ce qui a été réalisé. Et puis, il s'est emparé de 2 questions pour aller plus à fond. D'une part, une question autour de la fin de vie, et l'autre, beaucoup plus scientifique,
autour de génomique en population générale. Donc vous voyez que c'est sur des sujets qui sont très variables. Alors, nous avons un médiateur qui coiffe l'ensemble et qui permet comme le médiateur du monde un peu, et qui permet de répondre finalement à un certain nombre de sollicitations ou de nuances qui pourraient être apportées, en particulier sur le site web. Et c'est Louis Schweitzer, l'ancien PDG de Renault, qui joue ce rôle de médiateur. Alors, une des questions qui m'est souvent posée en disant « mais bon, c'est bien gentil, tu nous racontes ça, c'est intéressant, tu arrives à nous convaincre que le débat citoyen est intéressant, mais est-ce que tout n'est pas fait déjà par les politiques ?» hein? Et j'entends déjà la question sur vos bouches. Hein. Donc je vais y répondre. Ben écoutez, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Hein, parce que je suis quand même les mains dans le cambouis en ce moment là-dedans, et je pense qu'il y a vraiment toute une série d'opportunités, on va voir sur certains sujets, qui restent très ouverts. En tout cas, ce que je peux dire, je le dis publiquement, c'est que j'ai une seule contrainte de la part du politique. C'est ce calendrier terrible hein, que vous avez là. On est dans une ambiance Macron, hein, donc ça va vite. Les lois, vous avez vu, se passent les unes après les autres. Il était prévu que la loi démarre à partir de 2018. Et voilà l'agenda, en effet, des États généraux. Vous voyez qu'on a démarré en janvier et on doit rendre un rapport sur l'ensemble des États généraux avec une grande séance de rendu, entre guillemets, et qui permettra d'ouvrir la deuxième phase, qui est la loi, dès la fin juin. Donc c'est ma seule contrainte, le reste, pas de contrainte. Alors, les thèmes, parce que c'est finalement ça le plus important et qui va vous intéresser évidemment le plus. On discute de quoi? À la fois dans les auditions, dans les débats et puis au niveau du comité citoyen. Alors, j'aime bien cette photo que j'ai prise au Cambodge au mois de janvier de cette année, parce que j'ai longtemps travaillé sur le sida avec ce petit pays. Et vous voyez que je m'interrogeais quand il y avait une panne électrique, comment l'électricien arrivait à réparer. Bon. Mais inversement, ça montre aussi la complexité qui existe avec une société civile qui est en dessous et qui finalement va qu'à ses affaires, au marché, à la vente des fruits, etc. Bien, ça représente bien finalement les enjeux que nous avons. Des choses extrêmement complexes et avec une vie qui continue et avec une vie qui évolue. Et comment relie-t-on finalement, ou est-ce qu'on essaie de relier les avancées de la science avec la vision de la société civile? Alors on rentre dans le dur. Quel sujet? Quel est le périmètre des États généraux? Quels grands sujets ont été fixés par le Comité national d'éthique, car c'est nous qui avons défini les grands périmètres des États généraux. Le premier, c'est autour de cellules souches embryons. Et avec une première question, et je vais vous montrer, ça rejoint ce que disait Jean-Gabriel tout à l'heure, sur la tension qui peut exister, et qui ne veut pas dire qu'il va y avoir une réponse forcément, mais la tension permet de poser un certain nombre de questions. Entre une communauté scientifique française qui souhaite pouvoir travailler sur l'embryon à visée de recherche, en se disant il y a encore une série de questions très importantes sur l'environnement de l'embryon, sur l'embryon modifié, et qui souhaite rester dans une certaine forme de compétition internationale en travaillant sur l'embryon. Et de l'autre côté, un certain nombre de grandes associations qui disent « Oh là là, mais attention, vous travaillez sur l'embryon, et l'embryon c'est quoi? C'est peut-être déjà un être humain. » Bon, pas au sens de la loi française, mais on peut imaginer qu'on puisse penser ça. Et est-ce qu'on a le droit de travailler et de faire de la recherche dans ces conditions sur un être humain? Donc vous voyez le type de tension qu'il y a, mais à l'inverse, ça veut dire que si on n'avance pas sur une série de décisions qui pourraient être prises au cours de la recherche sur l'embryon, il y a un pan, par exemple, de la recherche française, eh bien, qui va probablement arrêter parce qu'ils ne sont plus dans la compétition pour avancer, pour connaître. Alors vous allez me dire, connaître quoi? C'est la science pour la science? Non, c'est connaître aussi, parce qu'à partir de l'embryon, il y a la possibilité de travailler sur les cellules souches embryonnaires, qui sont des futurs médicaments, puisque à partir des cellules souches embryonnaires, elles ont une forme de plasticité, où on peut les faire évoluer vers des cellules qui sont plus matures et qui peuvent aller remplacer tel ou tel type de cellules somatiques ensuite chez, par exemple, un patient donné. Donc la connaissance de ces cellules souches
et finalement une avancée possible dans la médecine. Voilà donc un premier type de tension qui peut exister. Le deuxième grand sujet, c'est autour de génétique et génomique. Bon, c'est des progrès de ma génération en tout cas, et passer d'une virologie classique à une virologie s'appuyant sur la génomique. Alors je ne suis pas du tout un spécialiste de la génétique, mais c'est-à-dire que c'est un outil qui nous est arrivé et qui a chamboulé complètement et qui a révolutionné totalement notre vie de chercheur. Et on est maintenant avec une série d'applications possibles, donc des avancées de la science, sur éventuellement un certain nombre de décisions à prendre, à utiliser ou à ne pas utiliser dans la société. Deux exemples. Un premier exemple qui est sur le séquençage à haut débit qui s'est beaucoup simplifié, où maintenant on peut avoir un séquençage à haut débit pour environ 1 000 $, on l'achète sur Internet, sans prescription médicale, c'est peu réalisé en France, on n'a pas le droit de le faire, mais il y a un certain nombre de gens qui le font, c'est beaucoup réalisé dans d'autres pays, en UK, en Israël, aux États-Unis. Et puis, on peut avoir éventuellement son séquençage à haut débit. Bon, et après, qu'est-ce qu'on en fait? Il n'y a pas eu de prescription médicale, il n'y a pas eu de conseil génétique, il n'y a pas eu d'intérêt. On sait qu'il y a une série de pièges qui sont avec des mutations dont on ne connaît absolument pas la pertinence. Et puis, inversement, c'est faisable sur un certain nombre de personnes souhaitent le faire pour avancer, par exemple, sur des diagnostics préconceptionnels. Bon. Donc, c'est une question de tension et je n'ai pas évidemment la réponse. Deuxième élément qui probablement est plus facile comme type de réponse, vous avez tous entendu parler des nouveaux ciseaux génétiques avec les techniques de type CRISPR-Cas9 et sur l'utilisation possible sur non pas seulement les cellules génétiques, les cellules somatiques, mais les cellules germinales, sur une modification éventuelle de ciseaux qui permettrait d'aller couper un gène qui aurait été considéré comme pathologique. Bon, il y a plein de questions, la science n'est pas encore complète là-dessus, encore que chez l'animal, elle commence à l'être, et que, par exemple, en Chine, ils commencent à aborder ce type de problème. Est-ce qu'on considère ça comme, pas tout de suite, mais pour le futur, comme un futur médicament des années 2020 ou 2025, d'aller exciser le gène pathologique sur une cellule germinale, ou est-ce que c'est le début de l'eugénisme ? Donc voilà le type de grandes questions qui se posent et ou sur lequel, évidemment, chacun doit de pouvoir réfléchir et éventuellement donner son avis. Sur les dons d'organes et la transplantation, c'est plus simple. C'est plus simple, mais bon, on devrait, je pense, il y a un dogme en France qui est le don gratuit, et je pense que c'est très très solide, et je pense que toute notre société y tient. Il y aura probablement des choses autour du statut du donneur vivant, puisque vous savez qu'il y a une petite fraction qui peut être donnée de dons d'organes à l'intérieur de familles, et il y a probablement à protéger encore plus le donneur vivant. Je voudrais seulement vous citer un exemple pour montrer ce que je disais au départ, sur le fait que l'évolution de la science et l'évolution de la société. La première transplantation cardiaque a été réalisée par Chris Barnard il y a maintenant plus de 40 ans au Cap, en Afrique du Sud, en pleine période d'apartheid. Le premier receveur a eu une survie de 6 mois. C'était extraordinaire, transplantation cardiaque. C'était avant les US, c'était avant, bien sûr, ce qui a été réalisé en France par la suite. Puis ensuite, plus rien pendant 18 mois. Pourquoi plus rien pendant 18 mois? Parce que le donneur initial était un noir. Et donc, ça posait la question d'avoir transplanté d'un cœur de noir chez un patient blanc. Vous voyez les questions qui se sont posées il y a 30 ou 40 ans, alors que maintenant, elles ne se posent pas du tout. Et bien sûr, on considère que c'est un don d'organes comme les autres. Donc ça veut dire que notre société évolue et que les choses ne sont pas toujours intangibles. Les neurosciences, c'est la révolution probablement de demain, pas encore tout de suite. Encore que s'il y a des neuroscientifiques dans la salle, ils vont me dire l'inverse, mais on peut imaginer que la grande révolution, elle est plutôt pour les années qui viennent. Néanmoins, il y a quand même des choses importantes sur la neuroamélioration, les logiciels qui permettent et qui sont utilisés, par exemple, pour les patients avec Alzheimer, et qui maintenant commencent à être utilisés pour améliorer le QI des enfants en classe. Le QI des enfants en classe. Bon. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on bloque tout? Est-ce qu'au contraire, on est dans une société d'autonomie? Moi, je m'interroge, je suis un grand-père, je m'interroge. Alors, je passerai rapidement sur les données de santé numérique, mais je vais donner peut-être
Parce que je pense, et je suis totalement d'accord avec Jean-Gabriel, que c'est la révolution pour la santé en ce moment et pour les années qui viennent. C'est en termes de nouvelles technologies, c'est ce qui va changer notre vie, votre vie pour les années qui viennent. Je voudrais vous donner 3 autres exemples par rapport à ceux qu'il a donnés qui sont très parlants. Le premier, vous avez tous entendu parler du scandale du Mediator, entre guillemets, sur la toxicité de ce produit. Des chercheurs français de l'INSERM ont récemment repris les données de la CNAM, de la Caisse d'assurance maladie des années 2005-2008, et se sont rendus compte, entre guillemets, que cette période, il aurait été possible, s'il y avait eu accès aux données de la CNAM, ce qui n'était pas possible à l'époque, alors que c'était une base de big data, mais ce n'était pas possible, eh bien que le signal d'alerte aurait pu être donné plus rapidement aux autorités sanitaires et aux agences ad hoc. Donc vous voyez l'intérêt, il y a des aspects positifs qui peuvent exister. À l'inverse, de l'autre côté, et ça va vous donner jusqu'où ça peut aller, cette révolution de l'intelligence artificielle. C'est quoi? Quel est l'objectif d'un médecin et de la formation d'un jeune médecin en 2018? Moi, ma formation, ça a été d'avoir le crâne le plus bourré d'informations, de lectures, de données. En ce moment, il sort 2000 papiers par jour. C'est plus possible. Et est-ce que finalement, l'accès aux bases de données majeures, avec un logiciel qui vous permet finalement, en lui donnant un certain nombre d'items, d'aboutir à un diagnostic et à des propositions de traitement, est-ce que ça ne laissera pas plus de temps pour le médecin, de passer plus de temps à discuter avec son patient et à lui ramener l'information avec ce patient? Et du coup, faut-il continuer à recruter nos jeunes médecins avec des basses caisses, avec mention très bien, ou est-ce qu'au contraire, il faut s'intéresser plutôt peut-être à des médecins qui sont issus aussi et qui ont une sensibilité sur les sciences humaines et sociales? Voilà des questions qui se posent. Voilà des questions qui se posent. Et il faut qu'on les pose, que vous les posiez, parce que ce n'est pas nos doyens qui vont changer la donne. C'est le public citoyen qui doit se mouiller là-dedans. Alors, je passe et je termine rapidement peut-être sur l'intelligence artificielle, ce qui m'a juste un autre exemple, qui va vous montrer la complexité. Il y a d'une part les bases de données, et puis il y a d'autre part les banques de données génomiques, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et la conjonction des deux, ça allume des signaux. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est ni une science, ni l'autre, mais c'est la conjonction des deux sciences qui allume les signaux. L'exemple. Le don de gamètes en France, le don de spermatozoïdes, il a un fondement avec les sécos, il est anonyme et gratuit. De l'autre côté, on a une société civile, puisqu'on a maintenant une génération des 35-40 ans qui peut être issue d'un don de gamètes, qui réclame, pour une partie d'entre elles, on les a écoutées au niveau du CCNE, le droit à l'origine, de connaître qui était le père biologique. Alors, soit on reste ferme et on se dit le dogme, c'est le don anonyme et gratuit. Mais de l'autre côté, de façon récente, vous l'avez sûrement entendu, à la fois 2 couples français, mais en Allemagne c'est la même chose, au Japon c'est la même chose, aux États-Unis, à partir d'une base de données mixte, génomique et sociétale qui existe chez les Mormons à Salt Lake City, eh bien, ils ont pu retrouver, par analogie et par analyse du génome, un certain nombre de points communs, retrouver un cousin et finalement retrouver le père biologique. Donc, que veut dire d'inscrire dans la loi, finalement, ce dogme de don anonyme et gratuit si nous imaginons que la technologie est à nos portes et permettra et fera que cette assertion n'est plus valable. Donc voilà le type de discussion que nous devons avoir également dans cette loi. Alors je termine sur... Alors, nous avons mis, dans le thème d'aujourd'hui, 2 thèmes nouveaux dans ces états généraux, santé-environnement et puis l'intelligence artificielle. Et sur santé-environnement, on y tenait beaucoup parce que le CCNE s'était mouillé, entre guillemets, sur les aspects à la fois de comment l'environnement peut retentir sur la santé, mais comment l'homme aussi peut perturber l'environnement, et c'est dans les doubles sens qu'il faut voir les choses, c'est bien clair, c'est dans une vision très globale health. Et on pensait que ça allait passionner nos concitoyens.
Et je suis un tout petit peu déçu, probablement parce qu'on n'a pas su mieux le présenter, parce que finalement, on a assez peu de choses. Je vous indiquerai sur ces sujets, mais assez peu de choses. Alors, on a enfin deux thèmes, les deux thèmes sociétaux, dont la presse parle beaucoup, bien sûr, mais qui sont, vous voyez, à mes yeux, qui restent importants, mais qui sont, je dirais, déjà un peu du passé par rapport aux questions que je viens de vous poser, là, maintenant. Alors, qui sont bien sûr sur le thème de procréation et société, et est-ce qu'on ouvre la PMA de façon plus large? Bon, sur les femmes seules, sur les couples de femmes, la discussion sur la GPA, là, ça fait tension, c'est clair, ça continue à faire tension. Et il y a une série d'éléments, la société a bougé, et puis inversement, il y a une série de grandes associations qui ne le souhaitent pas. Et puis sur un sujet qui est venu s'inscrire dans les États généraux, on avait souhaité l'y mettre, et il y a une vraie, je sens un climat de souffrance en France sur ce sujet. Là, en ce moment, après m'être promené un peu partout dans les débats, après avoir discuté beaucoup avec les gens, c'est sur la fin de vie. Pourtant, on a une loi en France, la loi Claes-Leonetti, qui est relativement récente, qui n'est pas encore totalement appliquée, pour des raisons multiples et variées, mais où il y a de la part de nos concitoyens, parce qu'on est tous touchés par ce sujet, on a tous eu autour de nous des circonstances difficiles, et on sent qu'autour de nos concitoyens, voilà, la réponse qui a été donnée au plus haut niveau, eh bien, n'est pas totalement satisfaisante. Alors, je ne sais pas ce qui se fera. Je ne pense pas que ça aille dans la loi de bioéthique. Est-ce que ça sera au contraire un élargissement des soins palliatifs, et puis qu'on élargisse finalement les conditions d'ouverture de la loi Claes-Leonetti, ou est-ce qu'au contraire on va vers une loi particulière sur la fin de vie, parce que ce n'est pas de la bioéthique, c'est de l'éthique tout court. C'est pas une avancée scientifique spectaculaire qui va nous avancer sur la fin de vie. Bon, je ne sais pas où nous allons, mais en tout cas, ce que je sens, c'est ce climat de souffrance, d'interrogation de la part de chacun d'entre nous et des familles en particulier sur ce sujet difficile. Alors, voilà, très rapidement, il me reste combien de temps ? C'est pratiquement terminé. Bon, si alors 3 minutes. Bon, beaucoup de débats, beaucoup de presse, de discussions, c'est pas toujours facile. Il y a plus de, finalement, on va aboutir à la fin de tout ça à plus de 250 débats en région, plus d'innombrables débats qui sont organisés par les universités sur tous les sujets que j'ai évoqués. On sera à peu près à 150 auditions fin avril autour à la fois des scientifiques et des associations de patients. Le site web, il y a eu 200 000 personnes qui sont passées, mais il y a 75 000 visiteurs uniques. Et puis, vous voyez, avec un nombre relativement restreint de gens qui déposent finalement une opinion, et beaucoup de gens sur la PMA. Un comité citoyen dont je vous ai expliqué la composition et l'objectif, qui s'est emparé de 2 sujets sur la fin de vie et le suicide assisté, et sur la problématique que pose la génomique en population générale. Et puis, enfin, parce que c'est quand même le cœur de notre métier, vous avez bien compris que je suis fondamentalement un scientifique, c'est le lien avec notre communauté scientifique et les communautés et les conseils d'éthique des différentes grandes institutions de recherche. Et donc, on avait organisé une première réunion de réflexion très générale sur une série de thèmes et quelles sont nos valeurs, finalement, nos grandes valeurs d'éthique en France qu'on a envie de défendre. Et nous allons approfondir ça sur 2 sujets, parce qu'ils touchent la communauté scientifique, qui sont autour, finalement, de la recherche sur l'embryon et sur la génomique. Et puis, on va essayer d'avancer aussi sur une discussion autour de la neuroscience. Donc, pour terminer, je vous invite à aller tous vous promener sur le site des États généraux que vous avez là. Il est pas simple, mais pas compliqué non plus. Il se situe entre les deux. Il vous permet d'avoir de l'information. Il vous permet de savoir où il y a les débats dans vos régions, sur quel monde voulons-nous. J'ai laissé des petites affiches à la sortie de l'amphi là-dessus. Et parce que ce qui nous intéresse, moi, ce qui m'intéresse, indépendamment du phénomène des États généraux, c'est vraiment ce que je vous ai dit au départ, et je le pense profondément. Parce que j'ai été touché à l'âge de 35 ans, quand j'étais un jeune médecin qui croyait une médecine très triomphante, par un échec total devant les malades du sida pendant de très nombreuses années.
et que c'est une construction commune qui doit nous amener, et que la maladie n'est pas seulement l'affaire du médecin, mais que c'est fondamentalement l'affaire du patient, que l'éthique n'est pas seulement l'affaire des savants, mais que c'est quelque chose qui doit se construire, et que dans un souci de démocratie sanitaire, c'est un temps sur lequel la France est attendue, parce qu'on attend de voir comment nous allons réussir ou ne pas réussir les États généraux de la bioéthique. Le Japon veut se lancer dans la même opération, l'Inde veut se lancer dans la même opération. Donc le modèle français, entre guillemets, eh bien, doit montrer qu'il est capable, de nouveau, de continuer à innover et d'avoir de nouvelles idées. Merci à tous et rendez-vous sur le site. Merci à Jean-François Delfraissy.